Et si, avant la fureur des armes, la guerre se jouait d'abord sur une feuille de calcul? Imaginez la scène. Dans un bureau feutré, loin des explosions, des officiers tracent à la règle les contours de l'avenir. Sur les écrans, des colonnes de chiffres remplacent les cartes d'état-major. C'est là, dans la froideur des données, que se dessine le destin d'une nation. Depuis des mois, le front ukrainien ne se raconte plus par ses avancées, mais par une litanie de chiffres glacés. Chaque jour, des milliers d'hommes disparaissent, remplacés trop lentement, alors que la mobilisation s'enraye de manière dramatique. Cette tendance, loin d'être inédite, rappelle les grandes crises militaires de l'histoire, quand la démographie devient l'arbitre silencieux des conflits. La démographie ukrainienne, déjà minée par des décennies de baisse de natalité et d'émigration, atteint aujourd'hui un seuil critique. Pour donner un exemple, lors de la Première Guerre mondiale, la France a été confrontée à une pénurie similaire. En 1917, elle peinait déjà à compenser ses pertes, ce qui a poussé l'état-major à intégrer des classes de plus en plus jeunes et même des soldats coloniaux. Aujourd'hui, la situation ukrainienne est peut-être encore plus dramatique, car la jeunesse s'est vidée du pays, la population active s'est effritée sous la pression de l'exil et de la guerre. Le vivier humain s'assèche, les réservistes se raréfient et la société peine à reconstituer ses bataillons. La guerre s'est transformée en une équation brutale. Combien d'hommes restent à envoyer? Combien de pertes peut-on encore absorber? Dans cette bataille d'usure, les chars occidentaux, les milliards d'euros et les drones sophistiqués n'ont plus le même poids. À quoi sert un char Léopard ou un système de missiles Patriot si personne n'est suffisamment formé pour les utiliser? Prenons un parallèle historique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne disposait encore d'armes de pointe, mais l'absence d'opérateurs compétents a rendu ces systèmes presque inutiles. Aujourd'hui, l'Ukraine fait face à un défi équivalent. Quand il n'y a plus personne pour former, commander ou simplement tenir un fusil, toute aide étrangère devient dérisoire. L'enjeu n'est plus la puissance d'une arme, mais la capacité à trouver des soldats vivants. L'Afghanistan soviétique, dans les années 80, a connu ce dilemme. Malgré une supériorité technologique écrasante, le manque de morale et de troupes fraîches a précipité la défaite. Ignorer ces données, c'est prendre le risque de surestimer la résistance ukrainienne et de sous-estimer la menace d'un effondrement total. Refuser de voir la réalité, c'est oublier qu'une armée ne se mesure pas seulement en matériel, mais surtout en hommes, en énergie, en volonté d'endurer. L'histoire militaire regorge de ces avertissements, mais les sociétés modernes, fascinées par la technologie, en oublient trop souvent la leçon première. La ressource humaine est irremplaçable. Pour comprendre comment cette spirale s'est enclenchée, il faut revenir sur 2 années de tension, d'épuisement silencieux et de choix stratégiques qui ont lentement miné les fondations de l'armée ukrainienne. Rappelons qu'au début du conflit, l'Ukraine a pu mobiliser un vaste élan patriotique, mais celui-ci s'est progressivement tari, comme ce fut le cas pour la Russie impériale en 1917, où la lassitude de la population a précédé la désintégration de l'armée. Chaque décision politique, chaque mobilisation ratée a laissé des traces profondes, mais ce sont d'abord les chiffres qui révèlent l'ampleur de la crise. Par exemple, la loi de mobilisation votée en avril 2024, censée rajeunir les effectifs, n'a permis d'ajouter que quelques milliers de conscrits, alors qu'il en aurait fallu des dizaines de milliers. Des quotas non atteints, des exemptions en hausse, des désertions records. Chaque indicateur clignote au rouge. Derrière chaque statistique, il y a des milliers de vies brisées. À la fin de l'année 2025, la guerre en Ukraine n'est plus une question de territoire ou de communiqué officiel. Elle se réduit à la comptabilité impitoyable des pertes humaines. Ce qui était autrefois dissimulé derrière les discours est désormais criant de vérité. L'armée ukrainienne a franchi un seuil d'épuisement dont on ne revient pas. Depuis la fin de l'année 2023, les dernières réserves enthousiastes et aguerries ont disparu. Les volontaires des premiers jours, les vétérans chevronnés, n'existent plus que dans les mémoires des batailles passées. Aujourd'hui, la mobilisation ne suffit même plus à fournir le tiers des besoins mensuels en effectifs, estimés à 50 000 hommes juste pour tenir la ligne. Imaginez une armée où, pour chaque unité nécessaire, seules 3 personnes sur 10 sont disponibles, une situation intenable à moyen terme. Ce manque chronique de recrues crée un gouffre que ni la propagande ni l'aide occidentale ne parviennent à combler. Les chiffres sont sans appel. Chaque mois, seuls 17 000 conscrits rejoignent les rangs. Il en faudrait 3 fois plus pour simplement compenser les pertes. Cette dynamique rappelle la crise rencontrée par l'armée rouge en 1942, qui dut recourir à des mobilisations massives de civils pour combler les trous des premières années de guerre. Au-delà de la statistique, c'est la démographie du pays qui se délite,
rongés par la fuite des jeunes, l'émigration et le refus massif de servir. Selon certains rapports, plus d'1 million de jeunes hommes auraient en quitté le pays entre 2022 et 2025, préférant l'exil à une mobilisation forcée. Ce phénomène, déjà observé lors des guerres balkaniques du XXe siècle, accentue la fragilité de la société en guerre. Le visage du soldat ukrainien a changé. L'âge moyen dépasse désormais 52 ans. Les nouveaux mobilisés sont souvent des hommes fatigués, atteints de maladies chroniques, parfois démotivés ou arrachés à leur vie civile contre leur volonté. Beaucoup n'avaient donc jamais imaginé porter l'uniforme. Aujourd'hui, ils s'y retrouvent contraints, parfois brutalement. Prenons l'exemple d'Olexandre, un ancien professeur de mathématiques, mobilisé à 54 ans. Il raconte être monté au front sans jamais avoir tiré une seule balle à l'entraînement, épuisé par la marche, incapable de porter son gilet pare-balles plus d'1 heure. Ce portrait n'est pas isolé. Il se répète dans chaque bataillon, témoignant de la transformation profonde de l'armée. La formation militaire n'est plus qu'un simulacre. 2 à 4 semaines, rarement davantage, avant d'être expédié sur le front. Ce délai dérisoire n'offre ni maîtrise des armes, ni connaissance des tactiques modernes. Les recrues manquent de tout, de la coordination nocturne au maniement basique, et se retrouvent livrées à elles-mêmes dès les premiers combats. Le résultat est tragique. Chaque jour, l'armée ukrainienne perd plus de 2000 hommes, tués ou grièvement blessés. Cela équivaut à la disparition d'une brigade entière tous les 2 ou 3 jours. À ce rythme, aucune armée ne peut espérer se régénérer, peu importe la logistique ou le soutien matériel extérieur. Pour mettre ce chiffre en perspective, rappelons que lors de la bataille de la Somme en 1916, l'armée britannique a perdu environ 60 000 hommes en une seule journée. Mais l'Empire britannique pouvait alors puiser dans les colonies pour se refaire. L'Ukraine, elle, n'a pas cette réserve. Chaque perte est irremplaçable. Se voiler la face devant l'état réel des effectifs, c'est s'abandonner à un mythe, celui d'une armée ukrainienne capable de renaître indéfiniment. Or, la réalité, c'est bien plus cru. L'Ukraine a perdu le réservoir humain nécessaire pour soutenir l'effort de guerre. La fatigue, la démotivation et l'absence de préparation font de chaque rotation une offrande sans lendemain. Mais derrière ce constat accablant, un autre effondrement se profile, celui de l'organisation même de la défense. Lorsque la structure commence à vaciller, ce sont les dernières certitudes qui s'effondrent. Les armées de Napoléon, en 1814, en pleine retraite, ont vécu cette désintégration. La perte des cadres a entraîné la déroute totale des troupes. Peut-on encore parler d'armée lorsqu'il n'y a plus ni sergent ni chef de section ? C'est la question vertigineuse qui s'impose désormais face à ce qu'il reste du commandement ukrainien. Car, mois après mois, la colonne vertébrale de l'armée s'est brisée, chaque segment arraché sans retour. La disparition brutale des cadres intermédiaires, sergents, lieutenants, tous tués ou découragés, a rompu la chaîne nerveuse du commandement. Sans eux, les ordres ne circulent plus, la réaction d'ensemble s'éteint. Chaque section devient une île à la dérive dans le chaos du front. Pour combler ces gouffres, l'état-major recrute en urgence de nouveaux officiers venus tout droit de la vie civile. Ils n'ont ni vécu la guerre, ni acquis l'autorité qui s'impose dans la boue des tranchées. Leur légitimité est inexistante aux yeux des soldats, ce qui nourrit la confusion et l'improvisation à tous les niveaux. Dans ce climat, la cohésion des unités disparaît. Blindés et fantassins rassemblés à la hâte ne se connaissent par pas, n'ont jamais combattu côte à côte. Les consignes opérationnelles, quand elles arrivent, sont déformées ou incompréhensibles à l'instant décisif. La démotivation se propage comme une épidémie insidieuse. Les désertions atteignent des records, la discipline s'effondre. On voit surgir des refus d'obéissance en groupe, des affrontements entre soldats et supérieurs, une défiance ouverte envers la hiérarchie. Quand la bataille s'intensifie, ces unités disloquées ne tiennent plus. Certaines se rendent en masse à la première brèche, d'autres fuient dès le premier choc. Les positions jadis défendues par une centaine d'hommes ne comptent plus que quelques survivants, isolés, sans espoir ni appui. Cette situation rappelle les derniers jours de la Wehrmacht à Berlin. Les unités réduites, sans commandement, n'offraient plus qu'une résistance symbolique. Voilà le prix de la rupture de la chaîne de commandement. La capacité de résistance s'effondre irrémédiablement. Ni renforts, ni nouveaux équipements ne masquent le vide humain, ni la désorganisation. Même la puissance de feu devient inutile si personne ne sait l'orienter. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la ligne de front résistera. C'est tout l'arrière, la logistique et même la société qui commencent à s'effriter sous la pression de la décomposition militaire. Mais ce n'est pas seulement le front qui vacille, l'impact se propage en profondeur. L'arrière, la réserve et la volonté collective sont déjà en train de céder.
Quand il ne reste plus d'hommes pour porter les armes, la technologie devient vaine. Les systèmes les plus sophistiqués ne servent à rien sans des mains et des esprits pour les guider. Cette leçon, apprise dans les tranchées de Verdun comme dans les rues d'Alep, résonne aujourd'hui plus fort que jamais. La guerre d'usure a frappé au cœur de l'Ukraine. Moscou cible méthodiquement non seulement les réserves humaines, mais aussi les centres de formation. Chaque frappe enlève à l'armée ukrainienne une génération de recrues, de formateurs, de cadres intermédiaires. Le potentiel militaire est amputé, section après section, sans possibilité de reconstitution à court terme. Dans les centres de mobilisation, la panique s'infiltre. Les nouveaux conscrits, souvent enrôlés contre leur gré, sont hantés par la peur de mourir avant d'avoir tiré une seule balle. Ils avancent dans l'inconnu, peu préparés, la confiance brisée, l'anxiété à fleur de peau. Ce ne sont plus des soldats, ce sont des civils apeurés, jetés dans la mêlée. Face à la raréfaction du vivier humain, la technologie occidentale se heurte à ses propres limites. Drones, blindés, systèmes de communication dernier cri s'accumulent parfois sans trouver preneur. Il manque des opérateurs qualifiés, des chefs pour coordonner, des équipes pour manœuvrer. Les équipements s'empilent, inutilisés, témoignant d'un paradoxe tragique. Trop de moyens, pas assez d'hommes. Pour tenter de maintenir les lignes, l'élite militaire ukrainienne est lancée dans les brèches. Cette génération de combattants, formés selon les standards de l'OTAN ou aguerris par des années de conflits, est sacrifiée, section après section. Leur disparition n'est pas qu'une perte tactique, c'est une hémorragie définitive, la perte d'un patrimoine militaire irremplaçable. Peu à peu, l'armée se vide de son squelette. Les chaînes de commandement se disloquent, la discipline s'effrite. L'initiative individuelle disparaît, les unités se morcellent en groupes disparates, incapables de manœuvrer ou de s'adapter sous le feu. La capacité à planifier, à surprendre, à défendre une ligne cohérente s'éteint. Seule reste la survie, brute, sans espoir de redressement. Le risque est désormais limpide. La défaite ne viendra pas d'une bataille unique, mais d'une succession de ruptures irréversibles. Ce n'est plus la perte de quelques kilomètres qui compte, mais l'effondrement silencieux d'un système tout entier, vidé de sa substance humaine et organisationnelle. À ce stade, même l'aide occidentale la plus avancée ne peut plus inverser le cours de la guerre. L'Ukraine entre alors dans une zone grise où la résistance structurée se dissout. Ce vide appelle des conséquences qui dépassent le front militaire. Derrière chaque victoire technologique, il y a une silhouette humaine, exténuée, qui décide du sort d'un conflit. La guerre en Ukraine met cette vérité à nu. Aucune machine, aussi sophistiquée soit-elle, ne remplace l'endurance et la résilience de l'homme. Drones, obus télécommandés, chars dernier cri, sans soldats formés, sans repos, ils ne sont que des épaves muettes abandonnées sur la terre meurtrie. La première leçon, brutale, c'est l'importance vitale de la rotation, du repos, et d'une formation sans relâche. Quand le temps manque, quand les ressources s'épuisent, l'armée brûle la chandelle par les deux bouts. Elle sacrifie tout, le professionnalisme de ses cadres, la cohésion de ses groupes, la confiance qui relie chaque échelon. Ni livraison d'armes, ni soutien étranger ne compenseront la perte d'un sous-officier aguerri ou d'une poignée de vétérans. La guerre moderne n'est pas un sprint, c'est un marathon qui broie les corps et les esprits. Elle exige une préparation constante, physique et psychologique. Aujourd'hui, les soldats ukrainiens n'ont plus le luxe du repos ni celui de l'apprentissage progressif. Leur relève, quand elle existe, arrive déjà épuisée, parfois malade, souvent démotivée, sans entraînement digne de ce nom, sans le moindre sursis. La logique est impitoyable. Aucune prouesse technologique ne compense l'épuisement humain et matériel. Un canon sans artilleur n'est rien. Un drone sans opérateur lucide s'écrase vite. Les systèmes de pointe s'entassent. Mais le facteur décisif reste la chair et l'esprit de ceux qui les servent. Priver une armée de cette force vivante, et elle ne devient qu'un assemblage fragile de vulnérabilité. Ce qui tient un front, ce n'est pas le nombre d'armes, mais la gestion du moral, de la discipline et de la cohésion. Quand la peur de l'échec remplace la confiance, quand la fatigue s'ajoute à la démotivation, l'effondrement commence de l'intérieur. Le soldat isolé, le sous-officier débordé, tous finissent par lâcher prise ensemble, bien avant que la ligne ne rompe sous les coups adverses. Les images de bataillons gris, s'immobilisés sans conviction, sont révélatrices. Une armée ne s'effondre pas sous le feu, mais sous le poids de son épuisement. Démoralisation, perte d'initiative, rupture du lien hiérarchique précèdent toujours la percée ennemie. L'histoire militaire abonde d'exemples d'armées puissantes, brisées non par l'ennemi, mais par l'usure venue de l'intérieur. Ignorer cette leçon, c'est condamner toute résistance à l'échec, ici ou ailleurs.
Dans la guerre moderne, ce n'est pas la quantité de matériel qui décide, mais l'investissement patient et constant dans l'humain et l'organisation. Mais là où l'usure humaine atteint un point de non-retour, la crise de la mobilisation révèle un gouffre plus profond encore. Comment une armée peut-elle tenir lorsque la société elle-même se détourne de l'effort de guerre ? Le 11 décembre 2025. Ce n'est plus une simple date, c'est un coup près. L'armée ukrainienne atteint le bord d'un précipice, non par manque de courage, mais sous le poids glacial des chiffres. Les médias et la communication officielle peignent encore des fresques de résistance, mais derrière ces images, la réalité arithmétique impose sa loi silencieuse et intransigeante. Dans le Donbass et sur la bande de Zaporijia, la cadence des affrontements est devenue inhumaine. Chaque jour, plus de 2000 pertes s'ajoutent, effaçant l'équivalent d'une brigade mécanisée tous les 2 ou 3 jours. Pour simplement tenir ces lignes, Kiev devrait mobiliser au moins 50 000 nouvelles recrues chaque mois. Or, même en multipliant les rafles et les campagnes de mobilisation, l'armée peine à atteindre le tiers de ce chiffre vital. La guerre a vidé la nation de ses forces vives. Les réservistes disponibles ont déjà été engloutis durant les années 2022 et 2023. Les volontaires de la première heure sont tombés ou brisés. Ce sont désormais les oubliés, les personnes âgées, qui, arrachées à leur vie ordinaire, remplissent les tranchées. L'âge moyen des combattants dépasse 52 ans. Pour beaucoup, mettre un gilet pare-balles ou simplement tenir debout est devenu un exploit. Désormais, ce n'est plus la bravoure qui décide, c'est l'épuisement. Démoralisés, souvent malades, parfois dépendants à l'alcool ou à des substances, les soldats voient leur efficacité s'effondrer. Là où il aurait fallu 100 hommes pour tenir un point d'appui, il n'en reste plus qu'une poignée. La discipline se délite, la confiance se fissure, et chaque perte accentue la fragmentation de l'organisation. La résistance structurée s'étiole, rongée par les pertes et le temps qui s'étire. La stratégie d'usure, menée avec patience par l'adversaire, a transformé le conflit en une épreuve de survie humaine. Même l'aide occidentale, massive, ne suffit plus, chars, missiles et drones s'empilent à l'arrière, inutilisés, faute de soldats formés ou motivés pour les manier. Quand il n'y a plus d'hommes pour tenir la ligne, les armées ne s'effondrent pas d'un bloc. Elles se dissolvent, section après section, jusqu'à ce que l'histoire bascule. Refuser de regarder les chiffres en face, c'est s'exposer au choc de l'inévitable. La guerre moderne ne pardonne ni l'aveuglement, ni le déni démographique. La Russie exploite cette asymétrie sans précipitation, préférant l'érosion lente à la percée spectaculaire. Peu à peu, le front cède, non par une brèche soudaine, mais sous le poids du vide humain qui s'étend. Ce n'est pas la technologie qui a trahi, mais l'organisation humaine. Sans renouvellement constant de cadres, de savoir-faire et de volonté, aucune armée moderne ne peut survivre. Quand ces piliers s'effondrent, tout le reste, matériel, promesses, espoir, devient illusion. Le 11 décembre 2025, l'Ukraine atteint l'aube d'un nouveau cycle. La question n'est plus si la rupture aura lieu, mais comment elle sera assumée, et à quel prix, par ceux qui restent. Face à ce constat, quelles solutions pourraient être envisagées ? L'histoire montre que certaines sociétés, confrontées à une crise démographique aiguë, ont tenté des mesures radicales. Pendant la guerre Iran-Irak, la République islamique a utilisé massivement les milices populaires et mobilisé femmes et adolescents pour soutenir l'effort de guerre. Mais cela s'est souvent soldé par des pertes humaines catastrophiques et une démoralisation accrue. Une autre approche serait de transformer la guerre en un conflit de technologie pure, en misant sur les drones autonomes et la robotisation. Cependant, cette perspective, séduisante sur le papier, reste une illusion à court terme. La gestion, la programmation et l'entretien de ces systèmes requièrent toujours de la main-d'œuvre qualifiée, elle-même en raréfaction. Plus pragmatiquement, certains experts suggèrent de réformer la chaîne de recrutement en offrant des incitations financières et sociales majeures, voire en promettant la citoyenneté ou des avantages durables aux familles des combattants. Mais là encore, l'impact est limité quand la peur de la mort l'emporte sur l'attrait des récompenses. L'exemple de la Finlande durant la guerre d'hiver contre l'Union soviétique est instructif. Une mobilisation nationale, une cohésion sociale sans faille et l'intégration des femmes dans l'effort de défense ont permis de compenser un déficit démographique écrasant. L'Ukraine cependant semble loin d'une telle unité après des années de division politique et sociale. Enfin, une sortie diplomatique pourrait être envisagée, mais là encore, elle suppose une volonté politique et une acceptation du réel, qui font souvent défaut dans les situations de crise aiguë. Dans l'histoire,
Les guerres les plus longues et coûteuses se sont souvent achevées non par la victoire militaire, mais par l'épuisement mutuel et la négociation. En conclusion, la guerre en Ukraine, à l'hiver 2025, n'est plus décidée par la technologie ni même par la bravoure individuelle, mais par la capacité d'une société à se régénérer. C'est le pari du nombre, du temps et de la résilience collective. Sans ce socle, toutes les armes du monde ne sont que des statues silencieuses sur un champ de ruines. Reste une dernière question lancinante. Que restera-t-il de la société ukrainienne quand le silence des chiffres aura remplacé le fracas des armes? L'avenir dépendra moins de la prochaine livraison d'armes que de la réponse à cette équation humaine qui, à travers les siècles, a toujours tranché le destin des peuples en guerre. Smna Tamsevan.